Vous écoutez un balado Innovaction. Bon matin à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce 9e Innovation Plus, mesure de la valeur. Nous avons parlé d'innovation plus crise, de créativité, de collaboration, d'écosystème et de responsabilité et aujourd'hui de l'importance de la mesure de la valeur avec de grands experts dans la matière. Lise Gauvin, qui est professeure et chercheuse au CRCHUM, au Carrefour de l'innovation, et Noé John White, qui est directeur de la DQEPE. Je vous rappelle la formule d'Innovation Plus. Je vais à la rencontre de grands experts et invités en matière d'innovation santé et je pose 2 questions de tête et 2 questions de cœur, basées sur différents produits de connaissances, dont le livre Innovation en santé, plus réfléchir, agir et valoriser, mais également d'autres produits de connaissances. Sans plus tarder, j'aimerais introduire ma chère collègue Lise Gauvin. Lise détient un doctorat en sciences de l'activité physique et est professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice adjointe scientifique en santé des populations et responsable du Carrefour de l'innovation et de l'innovation en santé au Centre de recherche du CHUM. Ses travaux de recherche portent sur l'adoption et le maintien des saines habitudes de vie et de comportements d'autogestion parmi les patients atteints de différentes maladies et la population en général. Elle se penche plus particulièrement sur la portée, l'acceptabilité et l'impact d'interventions visant le changement de ces comportements et la réduction des inégalités sociales de santé qui sont souvent associées car le développement et l'évaluation d'interventions nécessitent de nombreuses innovations. Son implication en tant que mentor en innovation est motivée par la conviction que l'innovation apporte de la valeur, une valeur ajoutée lorsque le partage et l'utilisation des connaissances entre chercheurs, décideurs, intervenants, patients et citoyens s'associent et deviennent partie intégrante de pratiques quotidiennes. Bon matin, Lise. Bonjour. Alors, première question pour vous. Pourquoi est-ce essentiel de mesurer la valeur des innovations en santé? Évidemment, la première raison, c'est que quand on a des innovations, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient sociales, on ne veut pas implanter des choses qui pourraient mettre en péril la santé des individus. Oui, donc, c'est clair, on ne veut pas faire n'importe quoi parce que la santé, c'est probablement une des choses que les gens ont de plus précieux. Deuxièmement, on sait que la plupart des professions de la santé, ce sont des professions qui sont dites soit informées ou fondées sur les données probantes. Donc, quand on a des innovations, je pense que les professionnels de la santé veulent bel et bien adopter de nouvelles pratiques, mais ils veulent s'assurer que c'est des pratiques qui ont démontré une plus-value ou qui ont démontré leur efficacité. Et peut-être un dernier point qui est intéressant aussi à apporter, c'est que bien qu'on puisse parler de l'efficacité d'une innovation, l'efficacité n'est pas uniforme d'une personne à l'autre, ni d'une population à l'autre. Alors, il faut savoir, il faut mesurer pour être capable de savoir pour qui ça fonctionne, à quel moment et dans quelles circonstances. Oui, merci Lise. Alors, j'aimerais introduire maintenant mon deuxième collègue et invité, Noé John White. Donc, Noé est titulaire d'une maîtrise en développement organisationnel et cumule près d'une quinzaine d'années d'expérience en tant que gestionnaire coach dans le réseau de la santé et des services sociaux au sein de différentes organisations, qu'elles soient locales, régionales et universitaires. Animé par un leadership transformationnel et par une mission où l'amélioration et l'innovation est au cœur de sa démarche, il occupe des postes de direction au sein d'organisations de santé universitaire, le CUSUM et aujourd'hui le CHUM, depuis près de 5 années en qualité, évaluation, performance et éthique. Il est également titulaire d'une ceinture noire en Lean Six Sigma, membre de l'Ordre des administrateurs agrégés du Québec et enseigne la formation opérationnelle à l'UQAM au sein de l'École des sciences de la santé, de la gestion. Ses intérêts portent sur l'amélioration des processus et des services de soins clinico-administratifs et les transformations organisationnelles visant l'innovation soutenue, entre autres, par la mesure et la valorisation des données, mais surtout par la mobilisation des parties prenantes, incluant les patients et leurs proches dans la création et l'exécution vers l'atteinte des buts partagés. Bon matin, cher Noé. Bon matin. Alors, ma première question de tête pour vous. Au CHUM, nous avons adopté un cadre de la valeur basé sur les 4 objectifs en santé, qui est le Quadruple Aim, et on en a ajouté un 5e. Pouvez-vous le présenter et pourquoi est-ce si important d'avoir un cadre de valeur?
Excellent. Bien, d'abord, pourquoi est-ce important? Bien, je pense que Mme Gauvin l'a bien identifié. Il faut mesurer pour bien comprendre la valeur de ce qu'on fait et des innovations qu'on veut mettre en place. Donc, en fait, le modèle qu'on s'est doté, puis donc que nos équipes ont travaillé, c'est vraiment l'idée de se donner une grille de lecture collective avec l'idée de vraiment poser les indicateurs, la mesure sur 5 composantes différentes. Tu as mentionné 4 composantes et une cinquième. Donc, si on regarde, par exemple, la première composante, on veut mesurer quels sont les impacts de nos innovations sur l'expérience patient, mais aussi les résultats de soins de santé. Donc, c'est vraiment la première composante qu'on va viser à mesurer. La deuxième composante, ça va être quels sont les impacts de nos innovations sur les déterminants sociaux et la santé des populations. Mme Gauvin a parlé de santé des populations et donc, ici, on vise vraiment la mesure d'indicateurs sur les déterminants de santé, mais aussi les non médicaux aussi, donc environnementaux, pour s'assurer qu'on prend en cause puis on mesure bien cet aspect-là. La troisième composante de notre modèle de valeur, c'est aussi l'impact sur l'utilisation efficiente de nos ressources. Donc, les coûts de santé en fonction des buts qu'on s'est donnés pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, une composante très, très importante dans un système qui, en fait, doit doser sa capacité et ses actions. La quatrième composante, et non la moindre, je dirais, c'est mesurer nos impacts sur l'expérience de nos intervenants. Donc, l'apprentissage des connaissances, les expertises, c'est eux qui donnent la valeur, c'est eux qui vont être en mesure de nous propulser. Et au cœur même de ces 4 composantes-là vient la cinquième dont tu as parlé, Cathy, et qui est en fait vraiment notre système innovant, apprenant. Et donc ici, c'est de mesurer l'impact sur notre réseau, sur les connaissances, sur la gestion de l'intelligence collective pour être capable, en fait, d'illustrer les gains qu'on va générer par les innovations. Donc, l'idée d'un modèle intégrateur comme ça, c'est de s'assurer qu'on va poser des indicateurs de mesure sur les 5 composantes d'abord pour être capable d'avoir une perspective globale sur quelle est la valeur qui est générée par nos innovations. Par exemple, on pourrait, quand on va avoir une innovation, on va s'assurer qu'à l'initiation même du projet, on va s'assurer que ces 15 composantes-là sont moins réfléchies. S'ils ne sont pas mesurés, ils vont être par hypothèse pour être capable de voir est-ce qu'on atteint les buts qu'on s'est donnés. Voilà. Oui, puis ça résonne, hein, lorsqu'on a fait la tournée, tes équipes et les miennes, lorsqu'on parle de ces 5 dimensions de valeur, ça résonne chez les gens sur le terrain. Ils s'y retrouvent. Est-ce que tu t'as ressenti ça également? Oui, tout à fait. Puis je pense, en fait, pour être arrivé au CHUM depuis quelques mois, que c'est vraiment un modèle intégrateur et qui donne un sens. Quand on donne un sens, on est en mesure de voir que une perspective, elle est globale et la mesure va venir soutenir ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis honnêtement, les gens s'y rassemblent parce que, on comprend, on voit que c'est aussi pas juste, souvent on va essayer de mesurer les coûts. Hein? On va être vraiment dans l'optimisation des ressources du côté financier, mais lorsqu'on se pose la question sur les 5 composantes, on vient doser et balancer, équilibrer cette perspective-là. Étant en santé, en ayant encore l'expérience patient, les gens se retrouvent là-dedans très facilement. Tout à fait. Et je vous invite à aller le consulter. Il est sur notre site CHUM Montréal, sous l'onglet Innovation. Vous allez trouver notre cadre de valeur. Alors, Lise, la deuxième question de tête. Est-ce qu'on doit innover dans la façon de faire de l'évaluation de la valeur des innovations en se basant sur les données et les savoirs? La réponse courte, c'est absolument oui. Et je me permets de mentionner, on sait qu'une bonne étude ou une bonne évaluation, ça commence toujours avec une bonne question. Et curieusement, l'identification de la question est beaucoup plus difficile souvent que l'identification du devis ou de la mesure parce qu'il y a un volet qui est créatif puis il y a un autre volet qui est stratégique dans l'identification de la question. Alors, et de façon intéressante, dans les cours de méthodologie d'évaluation, c'est le volet qu'on n'enseigne pas nécessairement. Et il y a plusieurs années, il y a un chercheur en psychologie sociale qui avait développé des stratégies pour montrer aux gens comment identifier de nouvelles questions. Alors, oui, il faut innover, non seulement dans la méthode d'identifier les questions, mais aussi dans la façon des gens qu'il faut mettre ensemble. Ensuite, c'est sûr que quand on parle d'évaluation, la première question qui nous vient en tête, bien entendu, c'est la question de l'efficacité. Oui. On veut savoir, est-ce que ça fonctionne? Et évidemment, c'est la question à laquelle on veut répondre. Mais il y a d'autres questions qui sont importantes à poser parce que si on trouve une innovation qui est effectivement, qu'elle est efficace, bien, il va falloir l'implanter. Et pour l'implanter, il y a d'autres questions qu'il faut poser. C'est qui on rejoint? Qui est prêt à utiliser cette innovation? Qui va résister à l'utilisation de cette innovation-là? Oui. Est-ce qu'il y a des volets de l'utilisation de cette innovation-là qui sont acceptables et d'autres qui sont carrément inacceptables et que les gens ne veulent pas? Et évidemment, si on a une innovation qui a un bel impact,
On veut savoir, évidemment, est-ce qu'on peut le pérenniser? Et évidemment, il y a la question, je pense que Noé John White le mentionnait, à savoir la question des coûts. Ensuite, on peut penser à toute la question des devis de recherche. On reconnaît que parmi les devis de recherche, notre étalon d'or, c'est l'essai contrôlé, randomisé. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible de faire un essai contrôlé, randomisé. Et il y a beaucoup de méthodologues qui ont développé des nouvelles façons d'étudier et des nouveaux devis qui nous permettent d'étudier la valeur des innovations. Et puis, si on peut rajouter 2 éléments qui sont non négligeables, c'est la question de la mesure. Avec tout l'avènement des technologies numériques, on a de nouvelles façons de pouvoir mesurer les retombées qui sont d'intérêt, d'une part, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour l'analyse des données, c'est qu'il y a une révolution qui est en cours actuellement avec l'avènement des nouveaux algorithmes et ainsi de suite. Alors, il y a de l'innovation qui se fait dans la façon de faire de l'évaluation. Et puis, je me permets de rajouter aussi que la question du transfert des connaissances, qui est l'essentiel de la valeur, il y a des innovations à faire et c'est peut-être pas juste à la fin d'une évaluation qu'il faut parler de diffusion. Il faut peut-être le penser dans la formulation de la question, dans la réalisation du projet et dans la diffusion des connaissances. Très intéressant. On a le temps pour une troisième question de tête, ou non, deuxième question de tête pour Noé. Vous parlez souvent d'évaluation. Alors, là, je me permets de les tutoyer. Ça sonne tout croche, là. Je les connais tellement bien. Donc, je vais me permettre de tutoyer mes 2 collègues. Alors, tu parles souvent d'évaluation et de mesures pragmatiques. Peux-tu donner des exemples de méthodes de mesure qui s'appuient sur différents types de données? Alors, je pense que Mme Gauvin a bien mis la table sur l'importance de bien cibler la question et l'objectif qu'on s'était donné dans une évaluation de la valeur, mais aussi les données. Donc, dans cette perspective-là, je dirais qu'une hiérarchisation de complexité de méthodologie, on a parlé de méthodologie robuste, donc randomisée à double science, mais au plus simple expression, il y a des choses qu'on peut faire pour faciliter, je dirais, la mesure, parce que au cœur même de la mesure va venir, en fait, justement, s'assurer qu'on puisse implanter, puis voir si on a contrôlé dans cette perspective-là. Donc, on parle de type de données. Naturellement, on comprend qu'il y a des données de type qualitative et quantitative. Les données qualitatives, je pense, qu'ils ont une grande richesse parce qu'on va venir nous illustrer, en fait, vous venez nous aider aussi à illustrer l'hypothèse, mais aller dans un fond de sujet qui est très important, en complémentarité avec nos données quantitatives, pour lesquelles, naturellement, on veut mesurer, avoir des indicateurs plus quantitatifs qui vont augmenter les références statistiques, naturellement, pour s'assurer qu'on objectivise la réalité. Si je fais un bond, puis je reviens sur l'importance de la question, une bonne problématique bien définie en fonction du projet va nous aider vraiment à cibler l'implantation qu'on veut avoir. Je dis aussi que, dans le fond, ça prend... on a parlé de grandes collectes d'informations, de données, puis de valorisation de données. Mme Gauvin a mentionné ça. Parfois, dans les processus puis dans les choses à revoir, la mesure n'existe pas. Donc, il faut développer un certain système de mesure pour être capable d'objectiver, je dirais, la réalité. Alors là, il faut se doter d'un plan de collecte de données, mais le plan de collecte peut être assez simple pour être capable de donner, être pertinent et rejoindre les innovations qu'on va faire. Si on va faire une innovation, par exemple, simple, on n'a pas besoin de se doter d'un mécanisme de mesure hyper complexe. On peut travailler, par exemple, sur les savoirs collectifs, à partir des savoirs collectifs, c'est-à-dire. Donc, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Si on n'a pas de mesure sur un phénomène donné, je prends un exemple sur je veux optimiser, améliorer la recherche d'un dossier patient qui est papier puis qu'on le voit dans les unités. J'aurais peut-être pas de plan de mesure, mais ce que je pourrais faire, c'est avec l'équipe, on va être capable de dire, toi, Noé, ça te prend combien de temps pour trouver le dossier? 80 du temps. Donc, on essaie d'arriver sur une moyenne pour dire, avec les gens, ça nous prend, moi, 5 minutes, toi, 10 minutes, et ainsi de suite. Et on est capable de dire notre premier point d'ancrage, quand on n'a pas de données, c'est de dire, bien, notre moyenne collective, elle est à 8 minutes, par exemple. Après, on peut se doter d'un mécanisme de collecte plus formel dans lequel on va s'assurer qu'on mesure cette perspective-là. Fait que ça, je dirais que c'est important parce que pour s'améliorer, il faut mesurer l'état actuel des choses. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'on veut changer. On parlait tantôt d'innover, mais donc, avoir une emprise sur l'état actuel des choses permet d'objectiver où on est puis donner une perspective plus globale. Je dirais aussi que, en termes de quantité de mesures, je pense que mieux vaut en avoir moins que trop dans les premiers exercices. Puis là, je parle aussi quelque chose d'amélioration simple. Hein? Je ne suis pas nécessairement dans un devis de recherche complexe, mais donc avec une mesure 2 ou 3, c'est assez peut-être pour se donner une emprise. Est-ce qu'on s'est amélioré tout ça en fonction de ce qu'on était à viser?
Je prends l'exemple du pilote d'avion, par exemple. Si on a un jeune pilote d'avion qui essaie d'apprendre à conduire, à piloter avec une panoplie d'indicateurs dans une navette spatiale, probablement qu'il ne saura pas comment lire, agglomérer et s'ajuster. Si on le met dans un Cessna, par exemple, avec un indicateur comme la boussole, je dirais la direction et peut-être l'essence, il va pouvoir développer sa lecture, l'interdépendance de cette lecture-là, puis en même temps d'ajuster ses mesures correctives pour justement éviter qu'il y ait des problématiques. Puis, pour clôturer du point de vue quantitatif, il y a différents types d'indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, mais gardez en tête que du côté des indicateurs des KPIs, donc des Key Performance Indicators, excusez l'anglicisme, il y a quand même deux types qui nous aident à voir puis à prédire. Il y a les leviers d'action qu'on appelle, pour lesquels, par exemple, nous permettent de s'ajuster en fonction d'un écart ciblé qui, dans le futur, si on pense à perdre du poids, par exemple, ce qu'on va documenter personnellement, ça va être le nombre de calories ingérées à tous les jours. À contrario, avec les indicateurs de résultats qui vont nous donner une perspective plus, est-ce que j'ai rejoint l'objectif que je m'étais donné? Donc, si on prend l'exemple avec le poids santé, ou notre poids, ça va dire, je prends mon poids aujourd'hui, est-ce que j'ai atteint mon écart? Et donc, on est plus dans le rétrospectif. Donc, voilà un peu le... Intéressant, merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais poser les questions de cœur, puis si le temps nous le permet, on va retourner aux questions de tête. Chers participants, je vous demanderai, on va ajouter un 7 minutes après, étant donné qu'on a commencé un peu en retard. On a une richesse dans les questions et les réponses que nos collègues vont nous partager. Donc, je vais aller dans les questions de cœur, puis on reviendra aux questions de tête si on a le temps. Donc, Lise, la première question de cœur pour toi. Tu es une grande pédagogue et chercheuse. Qu'est-ce qui explique ta passion pour l'enseignement et la recherche? C'est une question intéressante. Et en fait, vous l'avez dit en début de présentation, ma formation initiale est en sciences de l'activité physique. Et en fait, j'ai découvert ma passion pour l'enseignement et la recherche à cause de ma passion pour l'activité physique. Depuis tout le temps, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités physiques puis qui était épaté de voir comment spontanément, il y avait des gens qui avaient du talent pour faire des activités physiques, puis d'autres qui éprouvaient beaucoup de difficultés. Et ça me fascinait. Et quand je suis rentrée à l'université en sciences de l'activité physique et que j'ai commencé à comprendre toutes les disciplines qui peuvent apporter un éclairage sur les processus, que ce soit des processus physiologiques, des processus biomécaniques, des processus psychologiques, des processus sociaux, ça m'a complètement fascinée et je suis tombée en amour avec l'enseignement et la recherche. Donc, c'est par quelque chose qui me passionnait tout le temps que j'ai découvert quelque chose et c'est une histoire que je raconte souvent aux étudiants. Oui. Les passions, ça se communique. Hein? C'est vrai. C'est qu'une passion en fait découvrir une autre. Et pourquoi la santé des populations? Les inégalités sociales t'intéressent beaucoup, les comportements, les habitudes de vie. Pourquoi cette passion, cet amour? Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'on quand on parle de santé, on pense souvent à l'individu qui est une unité. Mais il faut comprendre que la santé d'un individu est fonction de la santé de sa population, puis la santé de la population est fonction de la santé des individus. Et quand j'ai appris ça, à un moment donné, dans un cours, ça a été comme un moment de dire « Oh, wow, c'est vrai, il faut penser à ça ». Alors, c'est encore une autre passion qui s'est développée, que j'ai dit « Il faut comprendre, parce que ce qui est vrai pour un individu peut ne pas être vrai pour une population. Ce qui est vrai pour une population peut ne pas s'appliquer à un individu. » Et l'autre défi qui me tient à cœur, c'est de dire que on parle de la santé des individus et on parle de la santé des populations, mais on ne les met pas en compétition l'un contre l'autre. C'est des choses qui sont complémentaires et la tendance, c'est quand il y a deux choses, c'est souvent de les confronter l'une à l'autre. Et c'est pas ça du tout qu'on veut. C'est de la complémentarité. Exact, exact. Noé, vous êtes un jeune directeur qui a à cœur la création de valeur au niveau de la qualité, de la performance et de l'éthique. Comment as-tu réussi à mobiliser les équipes vers ce sens commun-là? Très bonne question. En fait, d'abord, au cœur même de la mission de la direction de la qualité, l'évaluation, performance et éthique, c'est l'idée d'améliorer. Améliorer, donc, on est là, on existe par définition pour améliorer les services, améliorer ce qui se passe dans l'individu, dans les choses. Donc, on est un partenaire de co-création de valeur. Et qui donne la valeur? En fait, c'est nos gens. C'est nos gens qui donnent la valeur. Oui. Donc, c'est eux, par leurs gestes, par leur sens, par ce qui se passe, on peut les mobiliser. Donc, moi, je dis toujours que c'est eux qui vont être au cœur même de la démarche. Puis, en ce sens-là, il faut les reconnaître, il faut les valoriser, il faut les voir. Un de mes profs de gestion disait, en santé, un des principaux outils, je dirais, de transformation, c'est l'être humain.
Donc, si vous voulez, en fait, acquérir, avoir des bons résultats, bien, traitez-les comme vous voudrez être bien traités. Donc, l'idée, c'est de constater cette perspective, de dévaloriser nos gens, de s'assurer qu'ils puissent rayonner, puis avoir un sens en ce qu'ils font. Donc, à la fin, on parlait d'un modèle de valeur qui a un sens, mais si on trouve le sens, on est en mesure de, je dirais, mobiliser, s'assurer que les gens aient la visibilité, puis qu'on les reconnaisse dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils font. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je mobilise à tous les jours. C'est super. Lise, un système apprenant capitalise sur les données et les apprentissages. Peux-tu le définir? C'est quoi un système apprenant? Et expliciter le lien entre système apprenant et valeur. Oui, il existe dans les écrits scientifiques des définitions très claires avec les composantes et ainsi de suite, mais je pense que une des composantes que tu as mentionnées, c'est la question des données. Ça, c'est au centre, mais il y a aussi la question de l'expérimentation. Le courage d'expérimenter, puis d'essayer de tester des choses, puis de colliger les données et de faire c'est la notion de pas seulement de le faire une fois, mais de le faire en continu. Oui, exact. Donc, on a une boucle continue qui consiste à poser des questions, à expérimenter, à colliger des données, à faire l'analyse des données, surtout les partager. Et un système apprenant au cœur, c'est ce cycle continu qui se répète, et tout ça pour l'amélioration des pratiques et de la valeur. Exact, parce que l'innovation, on n'innove pas pour innover, on innove pour créer de la valeur, hein, des bénéfices tangibles pour les patients, pour les équipes, pour les organisations, pour la société. Puis ça peut être de l'innovation de continuité, comme de l'innovation de rupture, elle peut être technologique, elle peut être organisationnelle. Donc, merci, Élise, pour cette deuxième question. Je vous invite à commencer à poser vos questions si ce n'est pas déjà fait. Je vais les prendre dans quelques minutes. J'ai ma deuxième et dernière question de cœur pour Noé. Noé, partage-nous un des plus grands apprentissages que tu as fait en matière de mesure de la valeur. Je vais en partager 3, je pense. Puis j'aimerais rebondir un peu sur le point de Mme Gauvin sur le cycle d'amélioration. Je pense que c'est important qu'on le valorise parce que dans l'expérimentation, la mesure et l'effet sur l'état actuel versus désiré, on apprend constamment. L'apprentissage devient essence même du prochain cycle. Alors, l'idée du cycle, pour moi, il est transformateur. Il devrait être intrinsèque même de notre démarche. On parle de mesure. L'être humain étant ce qu'il est, souvent en santé, on va retenir les cas qui sont extrêmes dans notre mémoire sélective. Donc, on va avoir tendance à retenir que c'est plus grave que ce que c'est. Et quand on mesure, on s'aperçoit que notre courbe normale est quand même pas si pire. Alors déjà là, moi, je trouve qu'il y a une emprise, une objectivation de la réalité qui nous aide à avancer. Et je dirais, comme troisième élément, mesurer l'état actuel des choses, OK, va faire en sorte qu'on fait des innovations. On sous-estime, en fait, souvent, on va rajouter des innovations, mais si on regarde vraiment l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses en double, en triple, en quadruple. Il y a toujours un wow factor, un wow moment qu'on fait ça avec les équipes qui disent « wow, on en fait beaucoup de travail et de duplication par le fait même ». Donc, si on analyse cette perspective-là, on diminue les gaspillages, on a quand même un effet très, très... je dirais, innovateur sur l'expérience des gens, des patients. Donc, je dirais que c'est les principales composantes. Génial. Merci. Merci à vous deux. Je vois déjà que Karine a posé une première question, mais avant de la prendre et prendre d'autres questions du public, n'oubliez pas que j'ai introduit toujours une question relais. Donc, à notre dernière Innovation Plus Écosystème avec Catherine Baudry de Polytechnique et Patrick Coandé de HEC Montréal, ils ont introduit 2 questions relais. Donc, j'ai posé la première de Catherine Baudry, qui est pour Lise Gauvin. Comment mesurer la valeur de la prévision et des dépenses nécessaires pour maintenir une capacité de prévention en cas d'une prochaine pandémie? Toute une question, quand même. C'est toute une question. Et puis, vous connaissez le problème de la prévention, c'est quand on fait tout bien et correctement, il ne se passe rien. C'est ça, exactement. C'est très difficile. Ça, c'est un élément. Ouais. L'autre élément, c'est que souvent, ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait de la prévention. Tout à fait. Avant qu'on puisse avoir un effet préventif. Par contre, une des solutions partielles, et elle n'est que partielle, c'est qu'il y a eu tout le développement d'une série d'indicateurs qui permettent de mesurer ce qui pourrait se passer si on n'a pas de problème de santé, donc si on a réussi notre prévention. Et donc, on parle d'indicateurs du type qualité de vie reliée à la santé, le bien-être, et il y a eu beaucoup de développement. Donc, on peut avoir des mesures de ça en partie. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'en prévention,
les facteurs de risque sont souvent à l'extérieur du système de santé. Oui, oui. Et il faut penser à avoir des partenaires qui travaillent dans d'autres secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit le milieu du travail, que ce soit le municipal, pour n'en nommer que quelques-uns. Et les communautés. Et les communautés, Oui. les patients et les citoyens. Et il faut penser à développer un système apprenant, mais qui va à l'extérieur du système de santé et qui incorpore d'autres secteurs de la société. Et il y a beaucoup de gens qui s'agitent autour de ça actuellement. Évidemment, dans le redressement post-pandémique, les gens sont en train de penser qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour s'assurer effectivement de mieux faire la prévention puis de s'assurer qu'on peut prévenir ou mieux gérer un problème futur. Tout à fait, tout à fait. La question de Patrick Coandé, qui est professeur titulaire à HEC Montréal, pour Noé. Comment faire en sorte que les mesures de valeur sociale, environnementale, économique soient faites en même temps pour pouvoir bien appréhender les idéations? Cette question-là m'a fait réfléchir, parce que dans le fond, au fond même de la question réside le fait qu'on connaisse les facteurs déterminants. Les connaissons. Est-ce qu'on les connaît, en fait? Souvent, je dirais la réponse simple dirait que, dans le fond, en prenant une revue scientifique de la littérature, on pourrait imbriquer dès l'idéation ces facteurs déterminants-là. Dans la vie de tous les jours, dans les innovations, quand on est dans l'action, souvent, on prend moins le temps de ça. Donc, ce pas de recul-là, pour moi, est important parce que à partir de ce point-là, on pourrait même générer des idéations. Donc, à l'envers, pourrait nous apporter des choses. Puis on sait que les grandes transformations humaines partent de phénomènes sociaux aussi. Donc, je pense que là devient un peu un levier de transformation vers le futur. Mais donc, un peu comme Mme Gauvin le dit, c'est une perspective qui est globale. C'est pas juste dans ce qu'on fait, mais vraiment interdisciplinaire, où ce qu'on est capable d'avoir cette perspective-là, puis ça va aider à la transformation. Donc, un pas de recul, on regarde, après ça, on peut justement générer des innovations. Génial. Super, merci à vous deux. Là, c'est le temps de donner la parole au public. On a déjà 3 questions. Je vous invite à en générer d'autres, chers collègues. On va commencer par la première question de Karine. Puis je vais la diriger en fonction de la question. Donc, quelles sont, selon vous, de bonnes méthodes pour intégrer des données qualitatives dans l'évaluation? Lise. C'est une excellente question. Et ça part effectivement de la question. Il y a un certain nombre... La méthode, on ne s'acharne pas sur la méthode, on s'acharne sur la question et on trouve une méthode qui nous permet de répondre à la question. Donc, si on a des questions à savoir quelle est la représentation sociale que les gens peuvent avoir du traitement qui leur a été proposé, évidemment, ça suscite une méthodologie qui est qualitative. Si on se pose des questions sur l'efficacité d'une innovation, probablement que ça suscite une méthodologie qui est plutôt quantitative. Mais si on pose une question à savoir quelle est la perception que les gens ont de l'efficacité de l'intervention, ça suscite une méthodologie qualitative. Donc, ça part toujours de la question. Est-ce que tu veux bondir, Noé? Bien, je compléterai avec Mme Gauvin. Je pense que, en fait, effectivement, la question, c'est vraiment ce qui va driver, en anglais, pardon, mais l'utilisation de la donnée puis la méthodologie. Et je pense quand même qu'il y a une complémentarité si on passe dans les innovations plus concrètes, parce que si on n'a pas de mesures quantitatives, on peut générer, en fait, une illustration par le qualitatif, un environnement, raffiner notre questionnement. Donc, dans notre collecte de données, on va s'assurer que l'innovation qu'on veut faire, est-ce qu'elle est pertinente en fonction de la problématique? Et là devient, je dirais, la valeur de l'information qualitative. Je dis aussi que pour raconter une histoire, un nombre, un indicateur, une mesure va nous aider à quantifier, mais derrière, il y a des humains. Donc, en complémentant avec le qualitatif, on vient donner une couleur puis une vie derrière. Fait que je pense que c'est une complémentarité qui peut nous aider à compléter la réalité. Voilà. Oui, merci. Donc, une question d'Yves. Merci, Yves, pour la question. Si vous deviez mesurer l'impact de la rencontre de ce matin, quels seraient les premiers indicateurs qui vous viendraient en tête, Noé? Je dirais le temps de mise en route, donc donc ceci, mais sinon, je dirais aussi, on parlait de bien-être, donc les effets qui sont pas juste quantitatifs, je pense le bien-être aussi de l'échange qu'on a, fait que ça serait des indicateurs que je verrais. Oui, voilà. Lise? Bien, en fait, reposer la question, parce que je vais être sûre de comprendre la question. Si vous deviez mesurer l'impact de la rencontre de ce matin, quels seraient les premiers indicateurs qui vous viendraient en tête? OK. Parce qu'on a posé une question d'impact, j'irais dans le quantitatif dans un premier temps, c'est que je dirais combien y a-t-il de personnes en ligne, combien sont restées pour l'entièreté de la rencontre, combien faisaient et je ne sais pas si on serait capable de le mesurer, combien faisaient 2 autres choses en même temps pendant qu'ils nous écoutaient. J'irais voir par rapport à d'autres séances, est-ce qu'il y avait plus d'écouteurs
plus de personnes qui écoutaient, moins de personnes qui écoutaient. Donc, si la question est sur l'impact, peut-être que c'est ça que je mesurais, mais peut-être aussi que je poserais une autre question, à savoir, qu'est-ce que les gens ont retenu de la présentation de ce matin? Et ça, j'ai recherché de façon qualitative. Voilà. Super. Je voulais donner cette réponse aussi. Merci de m'avoir devancé. Irma, quel est, selon vous, le plus grand défi pour la mesure de la valeur dans le milieu de la santé? Merci, Irma, pour la bonne question. Noé? Je pense, Mme Gauvin l'a mentionné, il y a beaucoup de données. Donc, je pense qu'on vit une révolution en santé avec les algorithmes, avec ce qui est mesuré. Le plus grand défi, puis je le vois à plusieurs égards, c'est qu'il y a beaucoup de données. Donc, on a beaucoup de données. On parle parfois de la donnée plutôt de la question. Alors, le défi, pour moi, revient à la question de départ, à la problématique. Que veut-on régler? Et à partir de là, on fait le chemin inverse pour la suite des choses. Mais on a une richesse d'informations qui est inestimable, je pense. Dans notre vie, on va voir cette transformation-là. On est constamment connecté maintenant. On est constamment, je dirais, on a des données qui peuvent être générées de façon en real time. Alors ça va venir changer aussi la donne, je pense, dans les prochaines années. Oui, je pense un message clé qui se dégage de cette session-ci, c'est tout part de la question. Einstein a dit, si vous avez 60 minutes pour attaquer un défi de société, vous allez passer 55 minutes pour définir le problème, puis 5 minutes pour trouver la solution. Ça revient à ce que vous venez juste de dire. Éric Saint-Amand, quelles sont les différences entre les données colligées pour la recherche et celles pour l'amélioration de la qualité? Lise, puis après, Noé. Bien, en fait, j'ai toujours soutenu le point de vue qu'on fasse de l'évaluation pour prendre une décision sur une intervention ou qu'on fasse de la recherche pour avancer les connaissances, la qualité des données, la qualité des analyses et la qualité du travail doit être à la même hauteur. Il n'y en a pas un qui doit être plus haut que l'autre. Et en fait, il y a des gens même qui diraient, puisqu'on fait de l'évaluation qui va avoir un impact sur la santé des individus ou des populations, peut-être faut-il que les données soient encore plus de qualité. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ça peut être les mêmes données, mais ça dépend de la question qui est posée, ça dépend de ce qu'on fait avec les résultats, comment on les diffuse. Et souvent, les mêmes données peuvent servir à la prise de décision et peuvent servir à l'avancement des connaissances. Puis, est-ce que tu veux peut-être répondre à peu près? Vas-y, Noé, tu voulais rebondir peut-être pour sur la rebondir question. sur ce que Mme Gauvin dit, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Je dirais aussi pour compléter que des fois, pour la prise de décision de l'amélioration de la qualité, la fiabilité de la donnée peut être un levier. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut avoir une fiabilité à 100 %? Peut-être pas. Peut-être qu'à 80 % on va être assez en confort pour aller de l'avant sur une amélioration donnée. Fait que je pense que ça vient peut-être faire une certaine différence entre les deux. Naturellement, en recherche, on veut souvent une méthodologie béton. On s'assure qu'on va être publié par la suite. Alors, je dirais qu'en complémentarité, c'est peut-être un degré qui nous permet d'arriver à ça. Fait que voilà. Intéressant. Puis, Lise, voulais-tu peut-être répondre à la question d'Irma qui était pertinente? Quel est, selon toi, un grand défi pour la mesure de la valeur dans le milieu de la santé, en milieu réel? Bien, peut-être juste rajouter, je suis d'accord avec ce que disait Noé John, mais je pense qu'aussi, c'est qu'il faut voir, quand on fait de l'évaluation de la valeur, c'est jamais tout ou rien. C'est souvent une question de gradient. Et c'est sur l'enjeu des gradients qu'on a de la difficulté de dire quand est-ce que le gradient a rejoint le seuil pour dire « Ah oui, OK, on va aller dans cette direction-là » ou « Non, il faut peut-être aller dans l'autre direction. » Donc ça, c'est un défi important et c'est le genre de défi qui peut se résoudre en travaillant de façon collective. Donc, un mot de la fin, un message clé que tu aimerais que les participants repartent avec eux à la maison, ça serait quoi, Lise? Il faut évaluer l'innovation et c'est un plaisir et c'est enthousiasmant de le faire. C'est génial. Et Noé? Je dirais, en revenant à définissons bien la question pour l'innovation. Assurons-nous, en fait, d'utiliser un modèle, je dirais, de valeur qui va nous aider à avoir une emprise. Puis, surtout, ça peut être fait de façon simple, mais pour l'amélioration. Donc, voilà. Puis, ta question relais pour Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, qui va être parmi nous le 15 décembre à 7h30 le matin pour clore l'année. Ce serait quoi ta question relais pour Luc Sirois? Je dirais, quel serait le prochain défi dans l'innovation sociale dans nos sociétés? Peut-être, voilà. Excellent. Élise? Oui, et comment penser la valeur ajoutée des innovations sociales? Donc, on est vraiment toutes les deux sur la question de l'innovation sociale. Excellent, excellent. Donc, merci beaucoup, chers collègues participants, que ce soit à Montréal ou à l'international. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous rappelle, prochain rendez-vous et dernier rendez-vous de 2021, le 15 décembre à 7h30, avec Luc Sirois, notre innovateur en chef du Québec, on va jaser avec lui pour finir l'année. Je vous rappelle que le balado, le résumé graphique sera disponible en ligne dès la semaine prochaine.
Et c'est un plaisir de vous retrouver le 15 décembre. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. C'était un balado Innovaction.